dans le progrès est une confiance. Confiance, tiens, cum fides. C'est-à-dire qu'elle a foi dans une sorte d'eschatologie attendue comme rédemptrice. Foi dans un progrès possible grâce à la science, eh bien, me semble-t-il, de nature religieuse, pas au sens chrétien du terme, mais bien au sens que dénonçait Marcel Gauchet, par exemple, quand il parlait de la religion du monde, eh bien, de nature religieuse, même si ces croyants s'en défendent. Et ce progrès fantasmé, ce progrès attendu, balaie toute idée de limitation. On n'arrête pas le progrès. Les limites du connaissable ont été repoussées de plus en plus loin, et à force d'être repoussées, eh bien, leur existence a même été oubliée. Les limites ont même été oubliées puis niées. L'idée grecque de péras, que je trouve extrêmement opératoire, limite au-delà de laquelle règne l'apeiron, l'indéterminé, l'invisible, l'infini, est totalement dépassée. Les Grecs avaient la sagesse de concevoir un monde sublunaire où prévalait le péras, où prévalait la limite. Tout ce qui existe se situe maintenant à l'intérieur d'un savoir humain en constante expansion dans l'apeiron, dans l'indéterminé. Du coup, l'homme qui était autrefois limité par l'infini tombe dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'excès, la démesure, puisqu'il n'est plus limité par un infini qui lui impose de l'extérieur des prescriptions aussi dépassées que tu ne tueras pas. Comme il n'est plus limité par ces prescriptions de l'infini, il devient, non pas comme maître et possesseur de la nature, ce que notre René national assignait comme but à la science, mais maître et possesseur de la nature. Dieu lui-même. On voit bien comme certaines prouesses de la technoscience biologique rivalisent avec les attributs divins traditionnels, et combien la location d'utérus, la sélection embryonnaire, l'euthanasie justifiée dépassent les ambitions même d'un Prométhée qui, lui, savait qu'il volait les dieux, et au moins savait qu'il n'était pas Dieu. Nous avons entendu de M. Beignet de messieurs Beignet et Binet hier comment la société se judiciarisait, ça c'est difficile à dire, judiciarisait progressivement, et nous avons entendu de Mme Labrousse-Rioux les détours que prenait cette morale sur mesure, appelée pour la circonstance déontologie professionnelle, pour former un corpus législatif complaisant. Et nous savons désormais à quel point le droit peut être à la remorque de la technoscience. Nous avons compris de la communication de Maître Edelman ce matin que la contrainte tragique par la nature pouvait être heureusement remplacée par l'omnipotence du désir. On peut légitimement, quand on n'est plus une personne, mais seulement un individu désirant, louer, sous l'égide bienveillant de la loi, ça ne saurait tarder, un utérus pour faire ses enfants. Et il n'est jusqu'à l'idée même de droit de l'homme qui ne soit perverti, en oubliant que les droits de l'homme doivent faire preuve d'humanité. Et que cette humanité, justement, exige la limite et la non-satisfaction du désir. Nous avons entendu ce matin la présentation de M. Ray et son interrogation radicale de la rationalité occidentale. Et nous avons compris que, selon le mot de Heidegger, la science ne pense pas. Eh bien, c'est que si la science ne pense pas, un certain nombre de choses se chargent de penser pour elle. Et que la science était victime de préjugés et de quelque chose qui a pensé pour elle et lui impose son cadre de pensée. Il s'avère que, à mon avis, que la recherche d'une rationalité scientifique qui n'a pas conscience de ce cadre entraîne justement cette humanité. Concernant les recherches sur l'embryon, par exemple, le scientisme ambiant considère qu'il est
intolérable qu'à un âge de la vie, sous prétexte que l'embryon est fragile, il est intolérable que cet âge de la vie échappe à l'appétit commun, éventuellement soumis aux contraintes économiques dont il vient d'être question. Et en cela, nous voyons bien comment l'idéologie précède la science et cherche à tout prix à être légitimée par elle. Que dire du diagnostic préimplantatoire, dont l'idéologie est policière, que dis-je, policière, dictatoriale, même pas totalitaire, au sens où Hannah Arendt donnait au mot totalitaire, dont l'idéologie est totalitaire avant que d'être scientifique et qui aboutira, c'est certain, grâce à une génétique considérée comme omniscience, tous ceux qui ne sont pas conformes à l'eugénisme dont nous a parlé M. Massin. Bon, on voit bien que ce déterminisme génétique, en plus d'une débilité morale, constitue une absurdité scientifique, puisqu'en confondant l'identité génétique, le code barre de chaque individu, avec l'identité phénoménale, laquelle dépend de bien d'autres facteurs, bien entendu, que le codage génétique, les informations cytoplasmiques, l'organisme, le milieu, l'éducation, etc. Je suis un peu pessimiste à la suite de tout ce qui a été dit singulièrement ce matin, et je me pose la question de savoir où conduira cette actualisation de la médecine à laquelle nous assistons au début de ce troisième millénaire. Il est à craindre que les forces de l'hubris ne l'emportent sur celles de la modestie. Il est même à craindre, mais nul n'est tenu de suivre mon pessimisme, que les successeurs de Prométhée, désormais dépassés, n'entraînent l'humanité dans un état qui rendra moins redoutables les catastrophes écologiques, moins redoutables à comparaison, les catastrophes écologiques qui paraissent inéluctables et qui sont annoncées. Il est possible que la transhumanité et la post-humanité qu'on nous promet, à laquelle rêvent certains, rendent riant le paysage désolé, brûlé par le soleil, qu'on nous promet quand la couche de gaz carbonique aura plus d'épaisseur. C'est ce que j'aurais eu tendance à penser après des présentations ce matin, notamment de celle de Mme Vaquin. Mais bon, je vais tempérer ce pessimisme quand même et dire que mais le tableau était volontairement noir pour pouvoir faire choc, et dire que le pire n'est pas toujours certain, et qu'on peut espérer que le vertige qui saisit l'humanité ivre de cette puissance et avide d'autocréation, c'est ça le grand mythe, l'humanité qui s'auto-crée, l'oblige quand même à un regain de sagesse comparable à celle qu'elle semble retrouver petit à petit dans sa conception de l'exploitation de la Terre, notamment sous l'influence de tout le mouvement écologiste. Et dans ce tableau noir et pessimiste, parce que je suis peut-être pessimiste de nature, un motif d'espoir réside peut-être dans les formes nouvelles de préoccupations soignantes, telles que nous ont décrit les docteurs Dobrinski à propos des nouveau-nés, ou Tasso à propos des patients en état végétatif prolongé. Face à ces hyperboles de fragilité, face à quoi de plus fragile qu'un nourrisson, une petite crevette de 700 grammes, quoi de plus fragile qu'un patient en état végétatif prolongé, après que la technique ait été la plupart du temps à l'origine de ces problèmes, eh bien, il me semble que des soignants inventent de nouvelles voies où l'éthique essaie de se conformer à un fil conducteur. On peut peut-être espérer que tous en viendront, parmi nos confrères, à des pratiques à la fois efficaces et éthiques. Et encore, faudra-t-il faire la part de ce qui est bénéfique pour l'homme, c'est-à-dire une médecine de plus en plus capable d'atténuer la souffrance, c'est son but, et il faut le rappeler, une médecine de plus en plus capable d'affirmer la souffrance,
Et ce qui est probablement maléfique, c'est-à-dire d'oublier que la souffrance